Ce qui nous intéresse, c'est comme vous pouviez en parler, c'est la question du manifeste. Disons que théâtralement, on est à des endroits. Annette, c'est encore un endroit différent, moi pareil. Mais les deux se rencontrent, c'est-à-dire que cette envie d'exubérance, de théâtralité, d'artificialité me fait dire, moi en tout cas, que dans la vie, on est tous fous, on est tous fous folles, pour reprendre les mots d'Annette, et qu'on essaye plus ou moins de montrer le contraire. Dans la vie de tous les jours, on veut paraître raisonnable, on veut paraître bien sous tout rapport, alors que personne ne l'est et qu'on joue tous un rôle. Et je pense que le moyen par le théâtre, c'est d'affirmer encore plus cette folie et de l'incarner et de la sublimer, parce qu'évidemment, il n'est pas question que ça devienne une thérapie collective pour que chacun puisse témoigner de sa folie et travailler avec. L'idée, c'est de la sublimer, donc c'est pour ça qu'on travaille avec Annette, c'est pour ça qu'on travaille avec un costumier, un créateur lumière. C'est comment toute cette folie agglomérée crée un objet artistique. Et donc ce travail de l'exubérance, moi voilà, je l'ai découvert par Copy, je l'ai découvert par Michel Faux aussi, avec qui j'ai récemment travaillé. Donc ce sont des expériences, ce sont des découvertes, des lectures qui viennent nourrir une lecture du monde en fait. Et ce travail de l'outrance, de l'artifice, me semble absolument nécessaire pour pouvoir faire rêver et faire voyager les gens, en fait, les spectateurs. Les rats quittent le navire ou une histoire sans fin, qui est un texte qui a été écrit par Annette Gillard, qui est une jeune autrice, à qui on a commandé ce texte en fait cet été suite à une itinérance qu'on a menée dans le Grand Est l'hiver dernier autour des Amours vagabondes. On était parti avec une caravane rencontrer les habitants de la région pour échanger avec eux sur cette notion, et on a confié tous ces témoignages à Annette qui cet été, après une semaine de résidence au TNS, a produit un texte qui est donc Les rats quittent le navire. Là, on est effectivement donc sur scène, qui est un décor assez aseptisé, qui est très blanc, et qui vient en fait complètement contraster avec les costumes que vous voyez ici, qui ont été réalisés par Charles de Villemorin, qui est un jeune styliste parisien qui a lancé sa ligne de vêtements pendant le confinement et avec qui on a collaboré cet été pour donner naissance à ces silhouettes un peu étranges et qui viennent en fait questionner tout le rapport qu'on a eu en fait pendant l'itinérance, qui était la question des amours multiples, la question de l'amour de soi et surtout la question queer, dont Annette et moi on se sent assez proches et qu'on a voulu en fait retranscrire à travers ce projet et ce travail d'écriture et de mise en scène. Ce témoignage qui était assez étonnant, c'est qu'on a rencontré beaucoup de personnes assez différentes. On allait aussi bien sur des campus que sur des parvis de théâtre ou sur des marchés, sur des places de village. Donc c'est vrai qu'on a eu des publics extrêmement variés. Et on a eu deux types de témoignages. On a eu des premiers témoignages qui étaient vraiment des personnes curieuses qui nous voyaient nous arrêter en caravane et qui s'arrêtaient là pour échanger avec nous. Et il y a eu un deuxième type de témoignage qui était ceux des personnes qui savaient exactement où on allait être à quel jour et qui venaient nous raconter une histoire extrêmement précise. Donc ce qui fait que les entretiens ont été assez variés, on avait une grille de questions, et effectivement pendant un mois, on est quand même parti pendant un mois, toutes ces questions elles ont avancé, certaines étaient pertinentes, d'autres beaucoup moins suivant les territoires dans lesquels on allait, mais la parole était assez libérée, étonnamment. Il y avait comme ça un cadre dans la caravane qui était assez familial, assez en proximité avec l'autre, ce qui permettait évidemment aux personnes de se confier beaucoup plus facilement. Et dans le travail, pour répondre à la deuxième partie de la question, le travail d'Annette a été évidemment de se saisir de ces questions-là sans pour autant faire une sorte de théâtre documentaire en reprenant exactement les paroles ou le format qui avait été utilisé, mais de plutôt se questionner en fait sur les éléments qui revenaient de manière assez récurrente pour justement les sublimer et les interroger par rapport à nos préoccupations plus personnelles. On avait envie de créer vraiment une histoire qui questionne l'amour et toutes les injonctions qui sont autour de l'amour et qu'on remet beaucoup en question en ce moment. Je pense que notre génération surtout remet beaucoup en question cette question de l'amour et de tout ce qu'on nous oblige ou tout ce qu'on s'oblige à faire par amour. Et je me suis aussi inspirée en fait d'un texte que je devais mettre en voix avec une comédienne pour démonstratif, donc étant donné que ça a été annulé, on ne l'a pas fait, qui s'appelait Contre l'amour, donc où je faisais une sorte de diatribe contre l'amour. Et donc j'ai un peu pris tout ça, et pour l'écriture, effectivement, on a commencé en s'inspirant de tout ça. Et puis petit à petit, je me suis aussi inspirée des trois comédiens et des personnages qu'ils ont aussi un peu construits autour de l'écriture, ce qui a pu aussi faire en sorte qu'on modèle et qu'on puisse
jouer entre le jeu et l'écriture, ce qui a été très intéressant et ce qui m'a permis d'expérimenter quelque chose que je n'avais jamais fait, qui peut s'apparenter quelque part à de l'écriture de plateau. L'amour éternel n'existe pas. Il serait donc si terrible pour toi que l'amour éternel existe. Pourquoi ne pourrait-il pas exister tout en étant libre? Les amours qui durent sont celles qui communiquent, qui ne se trompent pas et qui ne se basent pas forcément sur l'exclusivité. Pourquoi cette forme d'amour ne serait-elle pas romantique? Le romantisme peut se trouver partout, dans toute situation. À toi de te l'approprier et de l'enlever au conservatisme et à la religion. Les schémas sont faits pour être bousculés. Pourquoi ne pas se réapproprier le romantisme? Tu ne vois que ce qui est négatif, mais c'est beau tout ça, la beauté est partout. Elle nous enveloppe, elle nous fait voyager, rêver, avancer. Et ils ne disent pas ça dans tes films romantiques, là. Comment tu les appelles? Si, pour te dédouaner. Des comédies dramatiques. Mais tu te rends pas compte à quel point tu es attaché à cette vision du romantisme. Personne n'est insensible et tu ne peux pas te cacher derrière tes grandes phrases. Tu es, à ta façon, romantique. C'est vraiment votre but dans la vie d'être ou ne pas être romantique? Et puis d'abord, c'est quoi le romantisme? Posez-vous la question. Ne restez pas fermé au discours de l'autre. Écoutez-vous. On a trois personnages, trois personnes qui sont identifiées mais pas forcément identifiables. Aimé, Fortuné et Désiré, donc c'est leurs trois noms. Qui attendent effectivement quelque chose, qui attendent quelqu'un, un groupe, un événement, on ne sait pas exactement. Et évidemment, ces trois personnalités sont fluides, c'est ce que vous disiez. En fait, on ne se pose même pas la question de savoir si ce sont des hommes, des femmes, des personnes binaires, des personnes non binaires. C'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse là, en fait, c'est la question du conflit, la question de la défense, de la protection, et de comment ces personnages, avec ces histoires singulières, vont affirmer leur trajectoire dans un monde dans lequel forcément elles sont pas, ou ils ne sont pas les bienvenus, ou dans lesquels il faut évidemment se protéger. Donc cette attente, elle revient régulièrement dans le spectacle, c'est ce qui fait que toute la pièce est absurde. L'attente, le conflit arrive assez rapidement dans la pièce, le conflit autour de l'amour et autour de l'attente, parce que ça va créer une peur, ça va créer une angoisse chez ces trois personnages. Et après, la question de la fluidité, voilà, c'est ce qu'on a essayé de travailler par le costume, par le travail du corps, parce que les silhouettes sont complètement dramatisées. On a des silhouettes qui sont très étranges. Le texte en lui-même est étrange et ce décor est étrange. Cette salle des colonnes, là on ne le voit pas très bien, mais c'est complètement mystérieux, c'est très profond. Il y a un jeu de lumière qui va s'opérer. Donc voilà, on cherche vraiment à travailler cette dramatisation de la silhouette et cette mise en danger des personnages. Je suis aux côtés de Fanny Colneau et de Naïma Tounsi, qui sont deux actrices qui ont déjà travaillé avec moi par le passé. Fanny Colneau, elle avait joué sur M pour m'aider, on avait déjà collaboré ensemble au Théâtre universitaire de Strasbourg. Et Naïma Tounsi est une jeune actrice qui sort du Conservatoire de Colmar. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a trois parcours extrêmement différents, mais qui sont nourris par cette même appétence de la bizarrerie et de la théâtralité, et ce qui vient donner trois silhouettes très 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 différentes, malgré l'uniformité de la démesure dans les costumes. À un moment donné, les personnages qui sont complètement enfermés. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans l'écriture d'Annette, on a presque l'impression que c'est du Beckett, c'est-à-dire que les personnages sont complètement empêchés, ils n'arrivent pas à se comprendre, mais ils n'arrivent pas à se déplacer. Ils n'arrivent jamais à sortir en même temps, ils n'arrivent pas à s'entendre sur une sortie et sur un déplacement, et ils sont complètement enfermés dans un monde qu'ils ne maîtrisent plus. Et donc ce plateau blanc, c'est un peu leur seul espace de survie, c'est leur seul espace de jeu, c'est l'espace de mise en lumière dans lequel ils peuvent raconter leur histoire. Et ce qui est assez beau, c'est que dans la pièce, à un moment donné, les personnages cherchent un moyen pour raconter leur histoire et ils essayent d'inventer un moyen où ils réfléchissent à comment installer des gens autour d'eux. Donc on dirait presque une sorte de métaphore sur un mythe de la création du théâtre en fait. Et donc cette délimitation-là, en tout cas, elle est marquée par le texte, par la théâtralité qu'on veut défendre. Et c'est aussi pour dire qu'on crée un espace totalement hermétique qui paraît complètement presque médical. Et soudainement, ces silhouettes complètement étranges, presque baroques dans les postures corporelles, arrivent et viennent casser la singularité ambiante et l'espèce de climat complètement, je dirais pas artificiel, mais qui est extrêmement propre, bien sous tout rapport, qui est raisonnable en fait. Ça rejoint l'idée du manifeste en fait. Une espèce d'espace raisonnable dans lequel supposément il ne se passera pas grand-chose, un espace blanc dans lequel on attend, presque comme une salle d'attente ou un hall d'aéroport.
Et arrivent ces trois silhouettes qui ont peur. Peur de qui, peur de quoi? Les frontières se resserrent. Alors les frontières, est-ce qu'elles sont physiques, est-ce qu'elles sont morales, artistiques, intellectuelles, on ne sait pas, mais en tout cas, ils ont cette peur-là. Et c'est comme si l'espace se resserrait. Donc cette délimitation, elle est évidente. Bon, ce qui est très particulier dans cette salle, c'est que le public est très proche. Donc évidemment, on va devoir jouer aussi de cette question du public qu'on va très bien voir et qui va être très très proche de nous. Donc ça va aussi ajouter de l'étrangeté, de la bizarrerie dans ce rapport. Une frontalité qui est un peu violente, mais qui est vraiment très intéressante. Le ciel est bleu. Laissez-le-moi encore un peu, mon amoureux. Avec l'heure où l'on s'enlace, celle où l'on se dit adieu, avec les soirées d'angoisse et les matins merveilleux. Fais-moi la cour, comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Moi, je t'offrirai mon âme, mon cœur et tout mon temps, mais j'ai beau tout donner, tout n'est pas suffisant. Je te jetterai des sorts, pour que tu m'aimes encore. L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Pourtant, quelqu'un m'a dit que tu m'aimais encore. Voyez comme il est beau d'aimer. Voyez ce que l'humain peut produire lorsqu'il aime. C'est d'une beauté sans pareil. Personne, je dis bien personne, ne peut rester insensible devant tant d'amour, de douceur, d'émotion. Qu'il est beau d'aimer. Qu'il est beau d'être aimé, le partage. Y a-t-il au monde plus belle chose que le partage? Prenez quelques minutes, mesdames et messieurs. Fermez les yeux. Et pensez. Visualisez ces gens qui s'aiment. Elles se regardent, se touchent, s'embrassent. Elles sont dans une rue, dans un parc, dans un champ de fleurs ou de bataille, dans un joli appartement, dans un bidonville, à la mer ou à la montagne. Elles ont tout. Elles n'ont rien. Elles sont beaux, tout simplement. Il faut tout de même que vous acceptiez, mesdames et messieurs, que la solitude peut être un choix. Qu'elle peut être belle, et qu'elle est, ou qu'elle sera, à un moment de votre vie, nécessaire. Comment se connaître soi-même? Comment se remettre en question si on n'est jamais seul? Si quelqu'un comble tous nos vides, tous nos manques? Comment faire ça, mesdames et messieurs? C'est en cela que l'amour et le romantisme sont dangereux. Non pas parce qu'ils sont, mais parce que l'humain fait d'eux, parce que la société impose d'eux. Pour ne pas vivre seul, vous mentez, vous souffrez, vous vous forcez. Vous n'êtes pas sincère avec vous-même, ni avec la personne que vous pensez aimer. C'est une construction, l'amour, ok? Une vue de l'esprit, un comble de l'âme humaine. Alors n'hésitez jamais à renoncer. Ne perdez jamais de vue votre vous pour un autre soi. Les sirènes n'existent pas. L'humain est fait pour résister. Alors je vous en prie, mesdames et messieurs, résistez à l'amour. C'est une tristesse. C'est toi qui es triste. Pitoyable. C'est toi qui es pitoyable. Avec ta petite vision étriquée du monde. Non, tu es pitoyable. Tes œillères t'empêchent de voir l'amour. Arrêtez tout! La bataille est terminée! Alors, mesdames et messieurs, est-ce que la balance penche en la faveur de l'une ou l'autre de ces créatures? Est-ce que l'une ou l'autre a su vous convaincre, vous persuader que l'amour existe ou non? Nous allons continuer, mesdames et messieurs, de découvrir l'étendue du talent de ces armadas de souplesse et de volupté. Nous verrons comme elles battent la mesure. Nous verrons comme elles enrichissent cette piste de danse. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous. Il va y avoir de la danse, c'est moi qui vous le dis. On a commencé le travail, c'était des mots comme ça qui sonnaient étrangement à l'oreille. Et à force de les dire, et ce qui était aussi très intéressant, c'est qu'on a travaillé avec Annette Gillard qui était présent avec nous sur tout le temps de résidence. Donc ça a permis aussi au texte de coller beaucoup plus à une diction et à un travail de personnage, puisqu'Annette a pu vraiment retravailler le texte avec nous. Et donc ces pronoms, yel ou ces mots, par exemple, je pense au mot fou-folle, c'est fou.folle, et c'est devenu un mot qui, dans la bouche des acteurs, soudainement devient un mot complètement dingue. Et théâtralement, ça raconte beaucoup de choses. C'est très absurde, c'est très exubérant, très outrancier, donc c'est tout ce qui, moi, me plaît théâtralement. Et on a trouvé ce jeu-là avec Annette, c'est comment ce nouveau langage, cette nouvelle théâtralité, peut se dégager. Et en fait, on se rend compte qu'au bout de 5-10 minutes, à l'oreille, ça devient complètement naturel. Donc évidemment, sur le coup, on est un peu interloqué, on se demande qu'est-ce que c'est, cette espèce d'alliance de mots, et en fait, oralement, ça fonctionne très très bien.
Moi, ce que j'aime bien aussi dans le fait que ça sonne bizarrement à l'oreille, c'est que ça questionne aussi beaucoup et ça remet en question de manière peut-être comique, voilà, selon la manière dont on prend le texte, mais ça remet vraiment en question cette binarité de la langue française qui est très masculin-féminin. On n'a pas ou très peu de neutres, et donc cette manière de s'en emparer à l'oral aussi, j'espère en tout cas que ça peut faire réfléchir au fait que la langue française n'est pas assez neutre et que on est obligé d'user de ce genre de subterfuge pour finalement être inclusif et pouvoir parler à tout le monde sans faire de distinction, effectivement, entre les genres, en tout cas, des personnages et des comédiens. J'aime beaucoup ces titres de pièces comme au XVIIe où effectivement il y avait et au XVIIIe où il y avait cette idée de mettre 2 titres avec un ou entre les deux. C'est quelque chose qui m'amuse beaucoup et donc on a cherché avec Sacha et effectivement voilà, les raquettes, le navire, il y a quand même quelque chose de l'ordre effectivement de la fuite et donc c'est ce qui était intéressant. Il y a aussi une histoire de rat effectivement, donc on va pas trop en dévoiler, mais effectivement c'est quelque chose qui revient beaucoup dans la pièce. Et l'histoire sans fin, c'est aussi quelque chose qui fait partie effectivement de la pièce et qui si on l'expliquait vraiment, il faudrait effectivement dévoiler une partie, mais il y a aussi cette histoire de recommencement et de ces personnages empêchés qui sont obligés de finalement se renfermer et qui ont une histoire qui se répète au fur et à mesure même des années et des siècles. Le fait qu'effectivement on ne met pas de point final, ça a quelque chose de vertigineux et ça fait en sorte que les schémas se répètent et que finalement la peur et l'angoisse et l'envie de protection soient encore plus fortes parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain, mais on sait que demain arrivera. Et effectivement, oui, il y a vraiment un jeu entre ces deux manières de voir le monde dans ce texte. On a tous été un peu perturbés ces derniers temps par la crise actuelle, mais ce spectacle est vraiment, je pense, l'hymne pour revivre en tout cas ces expériences de théâtre. Et c'est ce qui nous a manqué pendant des mois, et voilà, c'est ce qui a manqué à beaucoup de personnes. Donc cette envie de retourner sur les villages, sur les villes dans lesquelles on est allé, c'est aussi pour montrer le fruit du travail, de ce qu'a été ces entretiens, de ce qu'ont été ces rencontres, qui ont vraiment été importantes, qui ont été très fortes pour nous, et de voir comment voilà, une itinérance artistique peut soudainement amener à la création d'un spectacle, et comment ce spectacle peut circuler sur le territoire, gratuitement, sur les places de village, et amener évidemment voilà, une once de folie soudainement sur l'espace urbain.